j'ai gagné un jackpot historique au Meulattes, et j'ai pensé garder le secret jusqu'au dîner du réveillon de Noël, pour surprendre ma famille et les aider tous. Mais une semaine avant, ma mère m'a appelé et m'a dit « Ne viens pas, Gloria. Ton échec est contagieux, et nous ne voulons pas de cette énergie à table. » Je suis resté planté là, le téléphone à la main. J'avais été sur le point de confier ma vie à des personnes qui ne voulaient même pas s'asseoir à côté de moi. Eh bien, commençons. Je m'appelle Gloria Mendoza, et j'avais 32 ans quand tout a basculé. Début octobre, j'ai été licencié d'une agence de marketing à Santa Fe. Officiellement, ils ont évoqué une restructuration interne. Ils ont dit que l'entreprise réajustait ses départements, et que mon poste n'était plus nécessaire. Mais c'était un mensonge. Je travaillais depuis des mois sur une énorme campagne, pour un client important. Le projet a mal tourné, c'est vrai, mais ce n'était pas de ma faute. Les décisions qui ont tout fait couler, ont été prises par des personnes haut placées. Des gens qui ne signaient jamais rien quand il y avait un risque, mais qui étaient toujours sur les photos quand quelque chose fonctionnait bien. Il fallait que quelqu'un porte le chapeau. Cette personne, ce fut moi. Ce jour-là, je suis rentré à mon appartement dans le quartier d'Elval, coincé dans les embouteillages de l'après-midi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit, les mains crispées sur le volant, comme si je devais encore prouver que je pouvais me contrôler. J'avais des économies. Je n'étais pas riche, mais je pouvais vivre tranquillement pendant plusieurs mois. Et une part de moi s'est sentie soulagée. Mon patron me demandait des choses impossibles. Il changeait les instructions à la dernière minute, puis me tenait responsable de chaque erreur. Je vais me reposer quelques jours, ai-je pensé. Je vais me remettre les idées en place. Ensuite, je chercherai un autre emploi. Plus tard, j'ai appelé ma famille pour leur raconter ce qui s'était passé. Tu devrais appeler Diego et lui présenter tes excuses, a dit ma mère. Demande-lui si tu peux rester avec lui quelque temps. Diego était mon ex-petit ami. Nous avions rompu 6 mois plus tôt, parce qu'il voulait que je quitte mon travail, que je l'épouse, et que je me consacre à la maison. J'avais refusé. Non pas parce que je méprisais cette vie, mais parce que je ne voulais pas d'une vie choisie par quelqu'un d'autre. Je ne vais pas appeler Diego, maman. Mais tu as besoin d'un endroit où vivre, si tu ne peux plus payer ton loyer. Je peux payer mon loyer. J'ai des économies. Les économies, ça s'épuise, Gloria. Je sais, c'est pour ça que je vais chercher un autre travail. Elle a soupiré, comme si j'étais une enfant têtue. Ensuite, c'est Béatrice, ma sœur aînée, qui m'a appelé. Dans l'entreprise où papa travaille encore, ils embauchent, m'a-t-elle dit. Je peux lui parler pour qu'il te trouve quelque chose. C'est un poste de base, mais c'est mieux que rien. Je suis spécialiste en marketing. J'ai 8 ans d'expérience. Oui, mais en ce moment, tu n'as pas de travail. Je ne vais pas accepter un poste d'assistante, comme si je sortais tout juste de l'université. Tu n'es pas en position de faire la difficile, Gloria. Puis ce fut au tour de mon frère, Oscar, de m'appeler. C'est peut-être un signe, a-t-il dit. Tu devrais peut-être te concentrer sur la recherche d'un mari, au lieu de continuer à poursuivre des objectifs professionnels qui ne te mènent à rien. Je lui ai raccroché au nez. Au cours des semaines suivantes, ma famille a commencé à me traiter différemment. Ils ne me disaient pas « tu es une ratée » en face. Mais tout, dans leur attitude, le hurlait. Ma mère me suggérait de diluer mon liquide vaisselle avec de l'eau. Mon père me disait de laisser la voiture au garage pour économiser l'essence. Et Béatrice m'envoyait des promotions du supermarché, comme si je n'avais jamais fait les courses de ma vie. Un dimanche, je suis allé manger chez mes parents à Coyoacán. Il y avait du riz, du poulet au mole, et des tortillas chaudes dans une serviette brodée, que ma mère utilisait quand elle voulait que tout paraisse familial. Je me suis assise, et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Personne n'a voulu s'asseoir à côté de moi. Ils ont laissé une chaise vide à ma droite, et une autre à ma gauche. Ce n'était pas une coïncidence. Béatrice s'est assise de l'autre côté de la table, avec son mari. Oscar s'est installé à côté de mon père. Ma mère a fait des allers-retours à la cuisine plus que nécessaire, juste pour ne pas s'asseoir près de moi. C'était comme si ma malchance pouvait être contagieuse. J'ai ressenti une honte horrible. De celle qui vous colle à la peau. Mais je n'ai rien dit. J'ai mangé lentement.
J'ai souri quand il fallait sourire. Et je suis parti tôt. La seule chose qui me permettait de garder la tête froide, c'était mon petit rituel du vendredi. Chaque vendredi, j'achetais 6 combinaisons du Melat, avec les jeux Revancha et Revanchita. Ça coûtait 180 pesos. Je faisais ça depuis des années. Pas parce que je croyais que j'allais gagner. Mais parce que j'aimais imaginer, ne serait-ce que pendant quelques minutes, une vie où je n'aurais de compte à rendre à personne. Le monsieur du point de vente agréé me connaissait bien. Celle-là, c'est la bonne, Gloria, me disait-il à chaque fois. Ma famille était au courant pour les billets, et s'en moquait. Quelle façon de jeter l'argent par les fenêtres, disait Béatrice. Après, ne viens pas dire que tu ne joins pas les deux bouts, ajoutait ma mère. Je m'en fichais. C'était mon argent, mon petit plaisir à moi. Début décembre, j'ai acheté mes billets habituels. La cagnotte accumulée était colossale. Le genre de jackpot dont on parle aux infos pendant des semaines. Mais je n'y ai pas trop prêté attention. Je suis rentré à mon appartement, j'ai mangé un repas simple, j'ai regardé une série d'un œil distrait, et je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai vérifié les numéros en ligne, tout en buvant mon café. J'ai regardé mon billet. Puis j'ai regardé l'écran. Puis j'ai de nouveau regardé le billet. Les 6 numéros correspondaient. Je suis resté assise devant mon téléphone pendant près de 20 minutes. Je respirais à peine. Je vérifiais encore, j'actualisais la page. Je comparais chiffre par chiffre, m'attendant à trouver l'erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. J'avais gagné plus de 500 millions de pesos. Mon premier réflexe a été d'appeler ma mère. Je voulais tout lui dire. J'avais envie d'imaginer mon père fier de moi. Béatrice stupéfaite. Oscar me demandant pardon, pour m'avoir parlé comme si ma vie ne valait rien. J'ai pris le téléphone, et j'ai commencé à composer le numéro. Mais je me suis arrêté. J'ai repensé aux 2 derniers mois. Aux chaises vides à côté de moi. Aux conseils sur le fait de diluer le liquide vaisselle. À mon père qui me disait de marcher, pour économiser l'essence. À Béatrice, qui me traitait comme une pauvre fille irresponsable. À Oscar, insinuant que mon licenciement était un signe divin, m'indiquant que je devais devenir l'épouse de quelqu'un. J'ai reposé le téléphone. Je le leur dirai un jour, bien sûr. Mais pas tout de suite. J'attendrai le réveillon de Noël. Je voulais que ce soit une surprise. Je leur annoncerai pendant le dîner, et je les aiderai tous. Le crédit de la maison de Béatrice. L'université des enfants des Oscars. La retraite de mes parents. Oui, ils s'étaient mal comportés avec moi. Mais ils restaient ma famille. Avant d'en parler à qui que ce soit, j'ai cherché une aide professionnelle. J'ai engagé un conseiller financier, spécialisé dans les gros gains et le patrimoine familial. Il s'appelait Ricardo. Il était cher, mais tous les commentaires que j'avais trouvés disaient qu'il était l'un des meilleurs. Félicitations, Gloria, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes rencontrés. Maintenant, vient la partie la plus importante. Il faut protéger cet argent, et le gérer avec intelligence. Il m'a expliqué comment valider le billet, initier la procédure de paiement officielle, payer les impôts, tout documenter. Et surtout, ne pas trop parler. Même après les retenues fiscales, la somme restait absurde. Ricardo m'a aidé à répartir presque tout l'argent, entre des investissements, des fonds fiduciaires, et des réserves de sécurité. Ce que j'ai gardé en liquidité, suffisait amplement pour vivre tranquillement, acheter une maison, et prendre mes décisions sans aucune pression. Il m'a aussi mis en garde, votre famille va réagir quand elle l'apprendra. Et pas toujours comme on s'y attend. J'ai vu des familles se déchirer pour moins que ça. C'est ma famille, lui ai-je répondu. Ils se réjouiront pour moi. Ricardo m'a regardé, comme quelqu'un qui avait déjà entendu cette phrase bien trop souvent. Je l'espère, a-t-il répondu. J'ai passé les semaines suivantes, à imaginer l'annonce de la nouvelle lors du réveillon. La surprise. Les accolades. Ma mère me disant qu'elle était fière de moi. Une semaine avant Noël, ma mère m'a appelé. Gloria, il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Sa voix semblait calme, presque administrative. Que se passe-t-il? Nous avons décidé qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas au dîner cette année. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Quoi?
Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de projet clair. Dernièrement, tu es très négative. Et franchement, nous n'avons pas envie de passer le réveillon de Noël avec cette énergie. Je suis restée muette. Ton attitude pourrait gâcher la soirée des autres, a-t-elle poursuivi. Maman, je ne. Ton échec est contagieux, Gloria. Nous ne voulons pas qu'il affecte le reste de la famille. Ce n'est pas personnel. Nous pensons simplement que c'est ce qu'il y a de mieux. Et elle a raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Pour m'assurer que ce n'était pas seulement sa décision à elle, j'ai écrit à Oscar. Savais-tu que maman a annulé mon invitation, pour le dîner de Noël? Il a répondu dans la minute, oui. Nous étions tous d'accord. Désolé, mais tu es très éteinte ces derniers temps. Nous voulons un réveillon tranquille. Ensuite, j'ai écrit à Béatrice, es-tu d'accord avec le fait que je n'aille pas au dîner? Sa réponse est arrivée peu après, honnêtement, oui. Maman a raison. Tu as été très difficile à vivre, et tu plombes le moral de tout le monde. Profite de ces jours, pour remettre de l'ordre dans ta vie. J'aurais dû pleurer. J'ai eu envie de pleurer. Mais, au lieu de ça, j'ai commencé à rire. J'ai ri si fort, que les larmes me sont montées aux yeux. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tout simplement absurde. Parce que j'avais été à 2 doigts de leur dire. À 2 doigts de partager une fortune, avec des personnes qui pensaient que j'étais une ratée, bien trop pathétique pour qu'ils daignent s'asseoir à mes côtés pour le réveillon. Le lendemain, je suis allé chez un concessionnaire, et j'ai acheté un SUV neuf. Le genre de véhicule que je n'osais même pas regarder auparavant. Je l'ai payé comptant. Il a coûté un peu plus d'1 million de pesos. Quand je suis sorti au volant de ce véhicule, je me suis senti légère. Pour la première fois depuis des mois. Cet après-midi-là, Béatrice m'a appelé. Maman a dit que tu as acheté une nouvelle voiture, a-t-elle lâché sans même me dire bonjour. Combien as-tu dépensé? J'avais les moyens de la payer. Elle a ri, mais ce n'était pas un joli rire. Tu dépenses tes dernières économies dans une voiture. Quelle mauvaise décision, Gloria. Quand le propriétaire de ton appartement te mettra à la porte, parce que tu ne pourras plus payer le loyer, tu finiras par vivre dans ce SUV. Je lui ai raccroché au nez. J'ai passé le réveillon de Noël seul. Mais pas enfermé à m'apitoyer sur mon sort. J'ai réservé un dîner, dans le restaurant élégant d'un grand hôtel de Polanco. J'ai commandé du homard, un excellent filet de bœuf, et un verre de vin très cher. L'addition s'est élevée à plus de 5000 pesos. Je m'en fichais. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas eu à faire semblant d'être à l'aise, à une table où personne ne voulait s'asseoir avec moi. 2 semaines plus tard, j'ai appelé un conseiller immobilier. Un bon. Le genre qui travaille avec des acheteurs sérieux. Je cherche une maison de luxe, lui ai-je dit. Un quartier exclusif, pas de limite de budget strict. Mais je veux que ce soit fait en toute discrétion. Il s'appelait Roberto, et il n'a pas été surpris. J'ai plusieurs propriétés qui pourraient vous intéresser, a-t-il répondu. Pendant 2 semaines, nous avons visité des maisons à Loma de Chapultepec, San Angel et El Pedregal. C'est là que je l'ai vu. Une maison, dans le quartier de Jardín del Pedregal, à plus de 40 millions de pesos. Avec un immense jardin, une piscine, de hauts plafonds, et une lumière magnifique. Elle n'était pas ostentatoire. Elle était élégante, silencieuse, solide. Elle était parfaite. Je veux faire une offre, ai-je dit. Roberto a scié. Nous pouvons la préparer. Nous allons examiner les documents, et nous le ferons. L'achat ne s'est pas conclu en un après-midi. Il y a eu le notaire, les vérifications légales, les évaluations, la justification de l'origine des fonds, et mes propres conseillers, qui épluchaient chaque page. Tout a avancé sans accroc. J'ai payé comptant. Entre les formalités, l'achat des meubles et le déménagement, le mois de janvier et presque tout le mois de février ont filé. J'ai engagé une entreprise pour emballer les affaires de mon appartement, et une décoratrice pour meubler la nouvelle maison. Je voulais qu'elle me ressemble, que je m'y sente chez moi. Je n'ai rien dit à ma famille. Début mars, j'ai emménagé. La maison était magnifique. Mon espace à moi. Ma propriété. Mon silence. Personne ne pouvait y entrer pour donner son avis,
ni laisser une chaise vide à côté de moi, pour me rappeler que je n'étais pas la bienvenue. Une semaine après mon déménagement, le propriétaire de mon ancien appartement m'a appelé. Gloria, ta sœur est venue te chercher. Elle a été surprise de trouver d'autres locataires. Elle voulait savoir où tu étais parti. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché, et j'ai attendu. Je savais que Béatrice allait t'appeler. 2 jours plus tard, le défilé des appels a commencé. D'abord Béatrice. Puis ma mère. Puis de nouveau Béatrice. J'ai ignoré mon téléphone pendant des heures, jusqu'à ce que je réponde enfin, lorsque ma mère a appelé pour la 5e fois. Où es-tu, a-t-elle exigé de savoir. Pas de bonjour, ni de comment vas-tu. Juste de la colère. Tu as quitté ton appartement. Où es-tu allé? Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il s'inquiétait peut-être pour moi. Qu'il voulait savoir si j'allais bien. Que, peut-être, ils éprouvaient des remords, après m'avoir exclu du réveillon. Et puis, ma mère a continué à parler. Si tu es à la rue, tu peux chercher un refuge. Ou alors, vends cet absurde SUV que tu as acheté, et utilise l'argent pour payer la caution d'un nouvel appartement. Là, tout doute s'est dissipé. J'ai un endroit où vivre, maman. Je n'ai pas besoin de refuge. Ne t'inquiète pas. Et j'ai raccroché. Quelques semaines plus tard, on a sonné à la porte de ma maison. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu Béatrice à l'entrée. Elle avait la bouche grande ouverte. Elle observait la façade, le jardin, la haute porte. Absolument tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert. Je suppose que je voulais encore croire qu'elle venait parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Comment as-tu trouvé mon adresse? Tu oublies que mon mari travaille dans la sécurité publique, a-t-elle répondu. Je lui ai demandé de te chercher. Je l'ai regardé. Ce n'était pas de l'affection, c'était de l'invasion de vie privée. C'est illégal, Béatrice. Et si vous utilisez à nouveau mes informations comme ça, je porterai plainte. Elle ne s'est même pas excusée. Elle est passée à côté de moi, et est entrée dans la maison, comme si c'était son droit. Elle a traversé le salon. Regardant les hauts plafonds, les meubles, les tableaux, et la lumière qui entrait par les grandes baies vitrées. Son visage a perdu de ses couleurs. Qui as-tu volé, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone portable, et je lui ai montré la photo que j'avais prise de mon billet gagnant. L'image avec les 6 numéros. La preuve, qui me paraissait encore irréelle à moi-même quand je la regardais. Béatrice a regardé l'écran, puis elle m'a regardé. Puis elle a de nouveau regardé l'écran. Son visage s'est durci. Elle n'a pas dit « Félicitations ». Elle n'a pas dit « Je suis contente pour toi ». Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a juste tourné les talons, et est sortie de ma maison, sans dire un mot de plus. Je savais ce qui allait se passer ensuite. Le lendemain, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ma mère a appelé 4 fois, avant que je ne décroche. Qu'est-ce que tu veux? Béatrice nous a raconté pour la loterie, a-t-elle dit. Nous devons parler de ça en famille. Ton père veut que nous nous réunissions. Très bien, ai-je répondu. Vous pouvez venir dimanche après-midi. Je lui ai donné l'adresse, et j'ai raccroché. Le dimanche, ils sont tous arrivés. Mes parents. Béatrice et son mari. Oscar et sa femme. Ils sont restés dans l'entrée, regardant la maison, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que je vivais là. Je les ai fait passer au salon. Ils se sont assis sur les canapés luxueux, examinant chaque détail. Personne ne savait par où commencer. Alors j'ai pris les devants. J'ai gagné au Melat en décembre. Plus de 500 millions de pesos. Après impôts, et après avoir protégé la quasi-totalité de la somme grâce à des conseillers, des investissements et des fonds fiduciaires. Je vais bien. Très bien, même. Le silence fut total. J'ai observé leur visage, pendant qu'ils assimilaient le montant. J'ai vu l'incrédulité se transformer en pur calcul. Puis, ils ont commencé. La famille est ce qu'il y a de plus important, a commencé ma mère. Nous avons toujours été là pour toi. Je l'ai regardé, sans expression. Oscar s'est penché en avant. Je ne te demande rien pour moi. C'est pour les enfants. Tu sais à quel point l'université coûte cher.
Béatrice s'est calée dans le canapé. Le crédit de la maison nous étouffe. Je ne dis pas que tu as une quelconque obligation. Mais si quelqu'un pouvait nous aider, ça nous changerait la vie. Mon père s'est raclé la gorge. Il ne demandait presque jamais rien directement, mais quand on parlait d'argent, il devenait toujours très dur. Ta mère et moi ne devrions pas avoir à te demander quoi que ce soit. Tu sais ce qu'il convient de faire. Pas un seul d'entre eux n'a dit « Félicitations ». Pas un seul d'entre eux n'a dit « Je suis heureux que tu ailles bien ». Pas un seul d'entre eux n'a demandé ce que j'avais ressenti en gagnant, comment je gérais tout ça, si j'avais eu peur, ou si j'avais besoin de soutien. Ils ont seulement exigé. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Mais pour l'instant, je veux que vous partiez. Ils sont restés figés. Gloria, a commencé ma mère. Je veux que vous partiez, ai-je répété. Ils se sont levés, avec un mélange d'offense et de confusion. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, j'ai entendu ma mère chuchoter à mon père, elle va nous aider. Elle est obligée de le faire. Nous sommes sa famille. Pendant la semaine qui a suivi, mon téléphone a été inondé de messages. Ma mère m'a envoyé des photos de moi bébé. N'oublie pas qui s'est occupé de toi, quand tu ne pouvais rien faire toute seule, a-t-elle écrit. Béatrice m'a parlé de la proximité qui nous unissait, quand nous étions petites. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi. Oscar a répété que ses enfants étaient innocents, et que je pouvais changer leur avenir avec une simple décision. J'ai tout lu. Je n'ai rien répondu. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est ce que personne n'a mentionné. Personne n'a parlé du dîner du réveillon. Personne ne m'a demandé pardon, pour m'avoir exclu. Personne n'a dit, nous nous sommes trompés sur ton compte. J'ai alors décidé de faire un dernier test. J'ai écrit dans le groupe familial, j'ai pensé à faire don de la quasi-totalité de l'argent, à une fondation. Mon téléphone a sonné en moins de 30 secondes. C'était mon père, et il criait, tu es folle? Tu vas donner des millions à des inconnus? Tu ne peux pas être aussi irresponsable. Puis, j'ai entendu ma mère lui arracher le téléphone. Tu as perdu la tête, Gloria. Qu'est-ce qui te prend? J'ai raccroché. Mais immédiatement, un appel vidéo est arrivé sur le groupe familial. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que je voulais voir leur visage, une dernière fois. Ils étaient tous là. Tendus, en colère, désespérés. J'ai entendu la voix des Oscar en fond, il faut qu'on parle à un avocat. Elle ne peut pas prendre des décisions pareilles. Il faut voir si quelqu'un peut intervenir, avant qu'elle ne gaspille tout. J'ai regardé ma famille sur l'écran. Tous furieux. Tous parlant de cet argent, comme s'il leur appartenait déjà. Je ne vous donnerai pas un seul centime, ai-je dit. Ensuite, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai bloqué tous leurs numéros. À partir de là, ils ont commencé à se présenter chez moi. Les premiers furent mes parents. Ils ont sonné à la porte pendant 10 minutes d'affilée. Je les ai vus depuis une fenêtre du 2e étage. Ma mère pleurait. Mon père faisait les 100 pas, regardant vers la caméra de sécurité. Comme si ça allait m'obliger à ouvrir. Je n'ai pas ouvert. Le lendemain, ce fut le tour des Oscar et de sa femme. Coup de sonnette, coup dans la porte. Des messages qui ne passaient pas, parce qu'ils étaient bloqués. Puis Béatrice est apparue, avec son mari. Béatrice hurlait que j'étais cruel. Son mari regardait autour de lui, mal à l'aise. Comme s'il comprenait enfin, qu'avoir cherché mon adresse n'avait pas été une bonne idée. La maison était équipée de caméras, et sous surveillance privée, mais elle n'était pas située dans une résidence fermée avec un gardien à l'entrée du quartier. Il pouvait arriver jusqu'à ma grille, sonner, insister, laisser des mots. Après leur 2e visite, j'ai prévenu la sécurité que je n'autorisais l'entrée à aucun membre de ma famille, et j'ai demandé qu'ils consignent chaque tentative. Ce manège a duré une semaine. Ils venaient pour parler, pour s'expliquer, pour arranger les choses. Mais je savais qu'ils ne voulaient rien arranger. Ils voulaient me convaincre, me mettre la pression, m'avoir à l'usure. Je n'ai jamais ouvert ma porte. J'ai aussi compris autre chose, ils n'allaient pas s'arrêter. Ils savaient où j'habitais. Ils pouvaient revenir quand ils le voulaient. Ils pouvaient transformer ma maison en un nouveau champ de bataille. J'ai pris une décision. Je partais. J'ai contacté une conseillère immobilière à Guadalajara. C'était suffisamment loin de Mexico,
pour que ma famille ne puisse pas débarquer à l'improviste, en s'imaginant qu'ils en avaient le droit. Et c'était une grande ville. Avec de bons services, et suffisamment d'anonymat pour que je puisse repartir de zéro. J'ai besoin d'une maison rapidement, lui ai-je dit. J'ai l'argent prêt. Je veux de la sécurité, de l'intimité, et de la discrétion. En moins d'une semaine, elle m'a trouvé une maison magnifique. Plus petite que celle d'El Pedregal, mais tout aussi élégante. Dans un quartier calme, sûr, et très privé. J'ai signé une promesse de vente avec l'aide de mes conseillers, qui ont tout vérifié. L'acte notarié serait finalisé plus tard, sans que mon adresse personnelle ne soit exposée. Ensuite, j'ai mis en vente la maison de Mexico. J'ai engagé une autre entreprise pour tout gérer à distance. Je ne voulais pas être présente lors des visites, je ne voulais pas parler aux curieux. Je ne voulais surtout pas que ma famille soit au courant de mes mouvements. 2 semaines plus tard, j'ai fait mes cartons. Le déménagement a commencé avant l'aube. Tout ce qui était le plus bruyant avait été préparé la veille au soir. Quand le soleil s'est levé, j'étais déjà parti. Je me suis reposé quelques heures dans un petit hôtel, loin de la maison, et j'ai pris la route pour Guadalajara en plein jour. J'ai pris l'autoroute, évitant ainsi les embouteillages de sortie de ville. Sans compter les arrêts, le trajet a duré près de 6 heures. Cela m'a pris une bonne partie de la journée. J'ai conduit avec une sensation étrange dans la poitrine. De la tristesse, oui. De la peur, aussi. Mais avant tout, un immense soulagement. Je me suis installé dans ma nouvelle maison. Elle était confortable, lumineuse, avec un petit jardin. Et surtout, là-bas, personne ne savait qui j'étais, ni combien d'argent je possédais. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai fermé mes réseaux sociaux. J'ai annulé mes anciens comptes en banque. Ricardo avait placé mes propriétés, et mes mouvements financiers importants, sous des structures juridiques qui protégeaient mon adresse personnelle. J'ai coupé tous les moyens de contact que ma famille avait pour me joindre. Tous, à l'exception d'un seul. Ma tante Amalia. La petite sœur de ma mère. Elle vivait à Mérida, et avait toujours été différente du reste de la famille. Plus calme, plus chaleureuse. Quand j'étais enfant, c'était la seule adulte qui m'écoutait, sans me corriger toutes les 2 minutes. Je l'ai appelée de mon nouveau numéro, et je lui ai tout raconté. La loterie, la réaction de la famille, la maison, les visites incessantes, et ma décision de disparaître. C'est une bonne chose que tu sois parti, m'a-t-elle dit. J'ai été surprise de l'entendre si catégorique. Il ne mérite ni ton argent, ni ta tranquillité. Peux-tu garder mon numéro secret? Je veux continuer à te parler, mais je ne veux pas que quiconque d'autre sache comment me joindre. Ton secret est en sécurité avec moi, ma chérie. Avec ma nouvelle vie à Guadalajara, j'ai enfin pu réfléchir à ce que je voulais faire de cet argent. J'ai décidé de créer une fondation. Mais Ricardo m'a vite ramené sur terre. Nous avons d'abord constitué une association civile. L'autorisation pour recevoir des dons déductibles d'impôts prendrait du temps. Nous avons donc commencé avec mes propres fonds, des règles strictes, et des avocats qui vérifiaient chaque étape. Je savais ce que c'était de perdre son emploi, et de sentir le regard méprisant des autres, comme si on n'avait plus aucune valeur. Je voulais aider ceux qui avaient été licenciés, les mères célibataires, les jeunes sans ressources pour payer l'université, et les familles menacées d'expulsion. Je ne voulais pas que cet argent devienne une autre chaîne pour me contrôler. Je voulais qu'il soit utile, mais avec de l'ordre. J'ai commencé à y travailler moi-même. Je ne me contentais pas de signer des chèques. Je m'asseyais avec les gens. J'écoutais leurs histoires. J'étudiais les dossiers. J'ai vu des mères pleurer, parce qu'elles allaient pouvoir garder leur appartement un mois de plus. J'ai vu des jeunes, qui n'arrivaient pas à croire que quelqu'un paierait leurs frais d'inscription. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient perdu leur emploi, et qui avaient besoin d'une vraie opportunité. Pas d'un sermon moralisateur. Ça me faisait du bien. C'était bien plus gratifiant que n'importe quelle campagne de marketing que j'avais pu réaliser. Quelques mois plus tard, nous avons organisé un dîner pour présenter nos programmes, et attirer des donateurs, des entrepreneurs et des partenaires. J'ai porté une jolie robe, mais rien de tape à accent grave-l'œil. Je discutais avec une importante donatrice, lorsqu'un homme s'est approché de moi. Gloria Mendoza, a-t-il dit. Je suis Fernando Arriaga.
J'ai une entreprise technologique ici, à Guadalajara. J'ai lu des articles sur le travail que vous accomplissez. J'aimerais vous aider. Il m'a serré la main, tout naturellement. Il ne regardait ni ma robe, ni mes bijoux, ni la salle luxueuse. Il me regardait droit dans les yeux. J'aimerais savoir quels programmes ont besoin de financement. Si vous avez un peu de temps. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Fernando semblait sincèrement intéressé. Il ne voyait pas la fondation comme une opportunité pour soigner son image publique. Il posait des questions concrètes, combien de familles recevaient de l'aide? Comment sélectionnions-nous les dossiers? Quel suivi apportions-nous? Lorsque le dîner s'est terminé, nous avons marché ensemble vers la sortie. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous, a-t-il dit. Et pas seulement à propos des programmes de la fondation. Accepteriez-vous de dîner avec moi? J'ai souri. Oui. J'en serais ravi. Nous avons commencé à nous voir fréquemment. D'abord, des dîners pour parler de l'association. Puis des cafés, et des sorties qui n'avaient plus rien à voir avec le travail. Fernando me faisait rire. Il m'écoutait. Et surtout, il ne me donnait jamais l'impression que mon argent était la chose la plus intéressante chez moi. Malgré cela, j'ai pris mon temps. Je lui ai raconté des bribes de mon histoire, petit à petit. Je lui ai parlé de ma famille. Du réveillon de Noël. De la maison d'El Pedregal. Des visites harcelantes. Je ne l'ai pas fait pour susciter sa pitié, mais parce que j'avais besoin de savoir s'il pouvait respecter mes limites. Et il l'a fait. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Nous dînions chez lui. Rien d'exagéré, ni de mis en scène pour impressionner la galerie. Juste nous deux. Une musique douce. Un repas qu'il avait essayé de préparer lui-même, même si ce n'était pas parfait. Soudain, il s'est levé. Il a sorti une petite boîte. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il a eu l'air nerveux. Gloria, a-t-il commencé. Je sais tout ce que tu as dû protéger, pour retrouver ta tranquillité. Je ne veux pas envahir cet espace. Je veux une vie avec toi. Seulement si tu le souhaites aussi. Il a ouvert la boîte. J'ai dit oui. Vers cette époque, ma tante Amalia m'a appelé pour me donner des nouvelles. Ta famille est en train de devenir folle à essayer de te retrouver, m'a-t-elle dit. Ta mère m'appelle chaque semaine, pour me demander si j'ai de tes nouvelles. Et que lui réponds-tu? Que non. Qu'est-ce qu'ils racontent sur moi? Que tu les as volés. Que tu as des dettes envers eux. Que tu as abandonné la famille. Ta mère joue les victimes avec tout le monde. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi tu as coupé les ponts, et qu'elle voulait seulement t'aider. Est-ce qu'ils parlent de l'argent? Non, pas directement. Ça ne servirait pas leurs intérêts. Ils racontent ça comme si tu avais disparu du jour au lendemain. Sans aucune raison. Ils savent que tu as déménagé. Ils savent que tu n'es plus dans la maison d'El Pedregal. Quelqu'un leur a dit qu'elle avait été vendue. Mais ils n'ont aucune idée d'où tu es allé. D'ailleurs, ta mère a essayé d'engager un détective privé, a-t-elle ajouté. Mais apparemment, tu as très bien fait les choses. Il n'a trouvé aucune adresse fiable. J'ai ressenti un profond soulagement. Mon plan avait fonctionné. J'étais véritablement libre. Lorsque l'année suivante est arrivée, la date du mariage approchait à grands pas. Nous voulions quelque chose de petit, d'intime. Sans drame, et sans exigence. La cérémonie aurait lieu début juin, avec 20 personnes, des amis proches, quelques associés de Fernando, 2 personnes de l'association, et ma tante Amalia, qui ferait le voyage depuis Mérida. Nous avons loué un petit jardin à la périphérie de Guadalajara. Rempli de bougainvilliers, de grands arbres, avec des tables toutes simples. En juin, la pluie peut tomber d'une minute à l'autre, mais cet après-midi-là, le ciel a été clément. Ma tante Amalia est arrivée 2 jours plus tôt. Je suis allé la chercher à l'aéroport, et elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment. L'après-midi même, nous avons pris un café chez moi. Ta mère continue de dire que tu l'as abandonnée, m'a-t-elle raconté. Elle publie des choses sur Facebook à propos des enfants ingrats, et de tous les sacrifices qu'une mère doit faire. Évidemment, ai-je répondu. Mais elle ne mentionne pas qu'elle m'a exclu du dîner de Noël, parce que mon échec était soi-disant contagieux. Ça, elle ne le raconte pas. Et les autres?
Béatrice dit que tu es égoïste et cruel. Oscar parle moins, mais ta mère affirme qu'il est très inquiet pour l'université de ses enfants. Apparemment, il comptait sur toi pour régler ce problème. Oscar a un travail. Il peut économiser pour ses propres enfants. Je sais. Je te rapporte seulement ce que j'entends. Est-ce qu'ils sont au courant pour le mariage? Non, pas par moi en tout cas. Je ne leur ai rien dit. Merci. Ma tante a tendu la main, et a serré la mienne. Tu as bien fait de partir, ma fille. C'est une chose d'être une famille, c'en est une autre de se laisser marcher sur les pieds. Le jour du mariage s'est déroulé dans le calme. Fernando et moi avons échangé des vœux simples, et sincères, devant nos 20 invités. Personne n'a interrompu la cérémonie. Personne n'a fait de scène. Personne n'a rien exigé. Lors de la réception, j'ai dansé avec Fernando. J'ai pris ma tante Amalia dans mes bras. Et j'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des années. Ma tante a porté un bref toast. Elle a simplement levé son verre, et a dit qu'elle était heureuse de me voir enfin en paix. Ce soir-là, lorsque tout le monde fut parti, Fernando et moi nous sommes assis sur la terrasse de la suite de l'hôtel. « Tu vas bien ?» m'a-t-il demandé. « Oui. Je parle de ta famille. Du fait qu'ils n'étaient pas là. J'ai pris une grande inspiration. Je vais bien. S'ils étaient venus, rien de tout ça n'aurait tourné autour de nous. Ça aurait tourné autour d'eux. De l'argent. Des reproches. Ils auraient trouvé le moyen de rendre difficile une journée qui a été si paisible. Fernando m'a regardé avec tendresse. Tu es sûr que tu ne voudras jamais essayer de renouer avec eux, un jour? J'y ai réfléchi. Vraiment, j'y ai réfléchi. Non, ai-je répondu. À la fin, ils m'ont montré exactement qui ils étaient. Quand j'ai perdu mon emploi, ils m'ont traité comme si je ne valais plus rien. Ils m'ont retiré mon invitation pour le réveillon, parce que, selon eux, mon échec était contagieux. Et quand ils ont appris pour l'argent? Ils ne m'ont pas félicité. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils ont juste commencé à réclamer. Fernando a hoché la tête. Je voulais juste m'assurer que tu étais en paix avec ça. Je le suis. Les mois qui ont suivi le mariage ont été intenses. L'association s'est développée. Des bourses pour 50 étudiants. Une aide pour 30 familles menacées d'expulsion. Une formation professionnelle pour plus de 100 personnes. J'y travaillais 4 jours par semaine. C'était un vrai travail. Un travail qui changeait les choses. Un après-midi de fin septembre, ma tante Amalia m'a appelé. Ta mère continue de demander de tes nouvelles, a-t-elle dit. Ça ne m'étonne pas, elle veut que je te dise, qu'elle te pardonne pour tout, et que tu peux revenir à la maison quand tu le souhaites. J'ai lâché un petit rire sec. Elle me pardonne? Ce sont ses mots. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a dit qu'elle te pardonnait. Elle présente les choses comme si tu avais eu une crise de folie passagère, et qu'elle était prête à passer l'éponge. Incroyable. Elle m'a aussi demandé, si je savais si tu avais déjà dépensé tout ton argent. Elle semble persuadée que tu vas bientôt revenir, en rampant pour demander de l'aide. Eh bien, elle se trompe. L'argent est investi, l'association tourne très bien, et je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Je le sais, ma fille. Ça s'entend à ta voix. Après avoir raccroché, je suis restée assise avec Fernando, dans le salon de notre maison. Nous l'avions choisi en tant que couple. Pas comme un refuge. Pas comme une déclaration d'indépendance. Mais comme un véritable foyer. Ma mère, apparemment, me pardonne, lui ai-je dit. Fernando a haussé un sourcil. Quelle générosité. Elle croit aussi que je vais revenir en rampant, quand j'aurai dépensé tout mon argent. Tu en as envie? Même juste un petit peu. Pas le moins du monde. Et c'était la stricte vérité. Il ne me manque pas, ai-je continué. Je ne pense jamais à eux. Sauf quand ma tante me raconte quelque chose. Et même là, ça ne me blesse plus comme avant. C'est juste de l'information, rien de plus. Je ne les déteste pas. Je ne leur souhaite aucun mal. C'est simplement que je ne leur dois plus ma paix intérieure. C'est une attitude très saine. La seule chose qui me pèse parfois, ce sont les enfants des Oscars. Ils n'y sont pour rien.
Fernando s'est approché, et a passé un bras autour de mes épaules. Tu as construit une association entière, pour aider des jeunes comme eux. Sauf que tu le fais par les bons canaux. Avec des règles claires, pour des personnes qui en sont reconnaissantes. Et non pour des gens, qui l'exigent comme si c'était une obligation. Il avait raison. J'aidais énormément de monde. Mais selon mes propres termes. Sans chantage, sans cris, sans personne qui me méprisait quand j'étais au plus bas, pour ensuite exiger leur part quand j'étais au sommet. Ma vie était belle. J'avais un mari qui m'aimait pour ce que j'étais. Un travail qui avait du sens. Des amis qui étaient sincèrement heureux de me voir réussir. Et ma tante Amalia, la seule personne de ma famille, qui avait décidé de m'aimer sans aucune condition. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mes parents. Je n'avais pas besoin de retourner à cette table, où ils laissaient des chaises vides à côté de moi. Je n'avais pas besoin de convaincre mes frères et sœurs que j'avais de la valeur. J'ai gagné à la loterie. C'est vrai. Mais ce qui a véritablement changé ma vie, c'est d'avoir arrêté de m'asseoir là où on me faisait sentir que je n'étais qu'un fardeau.